Du point de vue respect de la vie privée, en à peine 25 ans, on a assisté à des changements absolument radicaux, puisque l'on est passé d'une situation où, par exemple, partager une vidéo avec des proches nécessitait des efforts, à une situation où désormais on doit lutter pour préserver notre intimité. Et cela s'est fait par étapes. Tout d'abord, il y a eu ces services qui se sont développés grâce à Internet. Alors on pense aux moteurs de recherche, à la messagerie, la cartographie, et puis évidemment les réseaux sociaux, etc. Et la plupart du temps, la collecte de données à caractère personnel a été la contrepartie à leur gratuité. Ensuite, il y a eu la généralisation des smartphones, qui a aussi joué un rôle clé, parce qu'ils sont attachés à une personne, parce qu'ils créent un lien permanent entre le monde physique et le monde virtuel. Et ils sont devenus une source inépuisable de données qu'il est de surcroît très facile à valoriser. Et aujourd'hui, l'arrivée de ce qu'on appelle Internet des objets contribue à amplifier encore ce mouvement en donnant accès à des domaines qui étaient jusque-là inaccessibles. Le terme Internet des objets rassemble beaucoup de réalités différentes. Alors on pense bien sûr à ce que l'on connaît directement, la maison dite intelligente, les montres connectées, les objets de type santé. Mais d'autres systèmes moins visibles se développent également au sein d'un bâtiment ou d'une ville intelligente, au sein des véhicules connectés, voire même parfois autonomes, et pour des applications industrielles par exemple. Le principe sous-jacent à chaque fois est que tous les objets qui s'y trouvent doivent être interconnectés, et dès lors, ces objets vont se mettre à échanger des données. Et on arrive rapidement à cette vision un peu dogmatique, le big data, où l'on va s'efforcer de capter le plus de données possible pour les analyser et en tirer bénéfice. Un utilisateur qui décide d'ajouter une ampoule connectée chez lui, par exemple, peut avoir l'impression qu'il n'y a rien de bien compliqué, parce qu'en fait, l'application envoie un ordre, l'ampoule le reçoit et l'exécute. Point. Mais en réalité, ça se passe rarement de la sorte. Bien souvent, alors que l'utilisateur est à 2 pas de son ampoule, l'ordre part de l'application smartphone, passe chez l'opérateur de téléphonie mobile, puisqu'elle est connectée en 4G, puis traverse l'Atlantique avant d'arriver sur le serveur de la société qui développe l'application, rebondit ensuite sur le service cloud mis en place par le fabricant avant de revenir vers l'ampoule en traversant au passage un pont parce que l'utilisateur a dû déployer ce pont chez lui pour pouvoir connecter son ampoule Zigbee. Donc on voit bien que la relative simplicité d'intégration d'un nouvel objet dans sa maison n'est qu'une façade, même si c'est indispensable bien sûr. Que ce soit les technologies qui sont mises en œuvre, qui évoluent en permanence parce que le domaine est tout récent et que des innovations apparaissent de toutes parts, ou bien que ce soit vis-à-vis des acteurs qui sont impliqués, tout est complexe. Et c'est d'autant plus vrai que cette maison, en pratique, va intégrer de multiples objets, par nature hétérogènes et provenant de différents fabricants. Les impacts en matière de vie privée sont loin d'être négligeables. Premièrement, même pour un objet qui semble peu préoccupant, les données qui en émanent sont porteuses de sens, toujours. Une ampoule, par exemple, va informer sur les habitudes des occupants d'un logement, ou à l'inverse, elle peut souligner des comportements atypiques. Et ces données, en fait, elles ne vont pas rester isolées, elles vont être croisées avec celles issues d'autres objets, voire elles vont contribuer à enrichir des profils utilisateurs. Deuxièmement, comment l'utilisateur contrôle-t-il son objet ? Est-ce que c'est via l'application du constructeur, via une application tierce ou encore via l'une de ces enceintes connectées qu'on essaye de nous faire acheter? C'est important, c'est vraiment important parce que cela va définir qui sont les acteurs impliqués, quelles sont les données collectées et où vont ces données. Et derrière, il y a des répercussions directes en matière de vie privée, de résilience face à des dysfonctionnements éventuels, de souveraineté et même de responsabilité écologique. Des difficultés surgissent clairement du fait de cette complexité. Comment fournir une information de qualité aux utilisateurs ? Si la base légale qui permet de collecter ces données est le consentement, alors comment faire pour que l'utilisateur comprenne les implications avant de se prononcer ? C'est un prérequis pour que le consentement soit éclairé et donc ait une valeur légale. Alors en pratique, soyons clairs, personne ne comprend et même un spécialiste n'aura qu'une vision limitée de la situation. Et les difficultés ne s'arrêtent pas là en fait. Toujours avec l'exemple de la maison, quand bien même mon consentement serait valide, il ne vaut pas nécessairement pour mes invités. Et ça peut être un souci, par exemple, si j'ai chez moi des objets de type caméra de surveillance ou enceinte connectée, parce que ces objets concernent également les personnes qui seraient de passage dans mon logement. Voilà. Ou encore, que se passe-t-il lorsque j'ajoute de nouveaux objets ? La logique voudrait que le consentement soit de nouveau collecté, et notamment si des risques nouveaux apparaissent. Et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Le consentement initial n'est jamais remis en cause. Où va-t-on et que veut-on ? On voit une tendance, elle n'est pas nécessairement réjouissante.
En fait, la question clé sous-jacente est celle du rapport bénéfice-risque, ou est le bon compromis. Alors parfois, il peut s'agir de choix sociétaux et il peut y avoir de très bonnes raisons. Une ville, par exemple, peut vouloir déployer des systèmes d'analyse de trajets de véhicules particuliers afin de comprendre la dynamique des déplacements et donc améliorer l'offre de transport et, in fine, réduire la pollution. Mais comment le faire en respectant au mieux la vie privée des automobilistes? C'est la question. Parfois, il peut s'agir de choix individuels et c'est là qu'il faut se poser des questions. Par exemple, a-t-on vraiment besoin de ces objets connectés qu'on essaye de nous vendre pour la maison? Alors oui, ils peuvent apporter une aide décisive pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, en améliorant leur autonomie, ça c'est clair. Mais sinon, mieux vaut réfléchir, et si je veux améliorer par exemple le bilan énergétique de mon logement, je n'ai peut-être pas besoin d'un thermostat intelligent qui va analyser mes habitudes de vie et peut-être les communiquer à un tiers. Je sais quels sont les investissements qui me permettront de diviser ma consommation énergétique de façon durable et sans risque pour ma vie privée. Donc, en conclusion, je dirais que l'on a avant tout besoin de discernement. La vie privée n'est plus une propriété par défaut de notre monde. C'est une richesse qui se raréfie et qui devrait faire l'objet de toute notre attention parce que nous en avons tous besoin.